Président de la République, nous vous reconnaissons au nom de la Légion d'honneur comme le grand maître de notre ordre national. Monsieur le Président de la République, le premier des Français est désormais le premier en France. Je suis fier de lui remettre la charge de cette maison capitale et d'avoir ainsi l'occasion de lui renouveler l'hommage qu'en y entrant, j'avais tenu à lui rendre au nom de la patrie à jamais reconnaissant. Vive la France, vive la République et vive la communauté. Ce soir, c'est la grande nuit de l'opéra. Et ce jour du 19 décembre 1958 s'inscrira dans l'histoire de l'opéra comme une date très importante, car cette grande nuit de l'opéra attire à l'opéra tout ce qu'il y a de célèbre, de brillant à Paris. Et l'éclat de cette réunion sera rehaussé par la présence, pour sa dernière sortie officielle, de Monsieur le Président de la République. Vous le savez déjà, car on en parle depuis longtemps, ce soir, à la grande nuit de l'opéra, la Calas va chanter. Vous remarquerez ces parapluies qui forment un curieux décor avec ces gardes républicains, mais il pleut un peu ce soir, légèrement, juste pour donner plus de brillant au pavé parisien. Et le président va pénétrer dans l'opéra et monter le grand escalier, cependant que la fanfare de la garde républicaine interprète l'air des trompettes d'Aïda, qui est de rigueur dans de telles circonstances. Et le président de la République entre dans sa loge. Jetez, si vous le voulez, un coup d'œil sur ce programme. Tenez, je le présente à la caméra. Maria Callas chantera un air de la Norma, un air du Trouvère. Mais voici tout d'abord l'ouverture de La Force du Destin de Verdi. En ce vendredi 19 décembre 1958, les jeux sont faits, ou presque. Le gala de l'Opéra de Paris a l'allure, malgré les sourires, d'une grande messe d'enterrement, celui de la 4e République. Chacun sait que, dans 2 jours, le général de Gaulle sera élu le premier président de la 5e. Ce soir, le général ne s'est pas mêlé au tout Paris. Il médite et se remémore. Au cœur de la crise, le solitaire de Colombey et 2 églises est revenu en sauveur. Alger l'a plébiscité, la métropole s'est ralliée. Je vous ai compris. La 4e République était impuissante, la 5e, adoptée le 28 septembre par référendum, promet d'être forte. Et une immense espérance s'élèvera sur la France, peut-être, et je le crois, est-elle déjà levée. Vive la République, vive la France!
tout est venu de l'Algérie, en proie à une guerre qui ne dit pas son nom. Les nationalistes algériens du FLN multiplient les attentats et les embuscades depuis 4 ans. Les Français d'Algérie, qu'on appelle aussi les Pieds Noirs, qui sont 1 million, soit 10% de la population, veulent sortir de la peur. Ils réclament un gouvernement de salut public décidé à employer tous les moyens contre la rébellion. Car si les gouvernements qui se succèdent à Paris continuent la guerre, bien des hommes politiques pensent tout bas ce que l'un d'eux a dit tout haut d'une guerre imbécile et sans issue. Mais que faire d'autre, sinon ce qu'exige l'armée et tous ceux qui ne peuvent concevoir que l'Algérie cesse d'être française. Les Pieds Noirs craignent qu'on ne les abandonne, qu'on ne brade leurs terres comme la France a lâché l'Indochine, le Maroc, la Tunisie. Ils ont fait leur, le slogan de l'armée, l'intégration, l'égalité entre tous les habitants de l'Algérie, les mêmes droits pour tous. Mais c'est un peu tard, au moment où se forge, les armes à la main, une conscience nationale algérienne. L'angoisse fait naître la colère. Manifestations, défilés, meetings, chants collectifs, serments, menaces. Paris est désavoué. Un slogan a pris force peu à peu. L'armée au pouvoir. Un autre, plus discret, appelle le retour du général de Gaulle. Tous réclament la fin de la valse des gouvernements, reposant sur des majorités fragiles et instables. Depuis ses débuts, la 4e République a épuisé 20 gouvernements, soit une durée moyenne pour chacun d'eux de 6 à 7 mois. Le système parlementaire français est à bout de souffle. Depuis le 15 avril, la France est une nouvelle fois sans gouvernement. Le président Coty a pressenti successivement plusieurs hommes politiques pour remplacer Félix Gaillard, qui a été renversé. Aucun n'a réussi à se rallier une majorité. Le ministre résident en Algérie, Robert Lacoste, membre du gouvernement des missionnaires, doit quitter Alger au début de mai. Ce socialiste, chaud partisan de l'Algérie française, veut affirmer, avant de rentrer, sa solidarité avec l'armée et les Français d'Algérie. Bientôt, il aura une formule choc en parlant de la menace d'un Dien Bien Phu diplomatique. La médaille du mérite militaire qu'il reçoit des mains du général Salan le 8 mai illustre la contradiction d'un parti socialiste entre son anticolonialisme doctrinal et son nationalisme au pouvoir. Placé en des heures tragiques à la tête de l'Algérie, M. Robert Lacoste a donné pendant 27 mois l'exemple du plus ardent patriotisme. C'est consacré à la haute mission qu'il avait reçue, garder l'Algérie à la France. Le général Salan, ancien officier de la Seconde Guerre mondiale, ancien commandant suprême des 3 armes en Indochine, est devenu commandant interarmes en Algérie depuis 1956. Il n'a pas bonne réputation auprès des Pieds Noirs, qu'il accuse d'avoir bradé l'Indochine. En janvier 1957, il a même échappé de peu à un attentat d'extrême droite au bazooka. Pourtant, dès son arrivée, Salan s'est senti pleinement solidaire de ses officiers, décidés à garder l'Algérie française. Le 10 mai, lugubre nouvelle. 3 soldats français du contingent détenus par le FLN en Tunisie ont été passés par les armes au mépris des lois de la guerre dans l'engrenage infernal des représailles. La colère redouble à Alger. Un hommage solennel aux 3 fusillés est décidé pour le 13 mai. Mais ce 13 mai sera aussi la grève générale lancée en Algérie par les associations patriotiques et les anciens combattants contre la désignation à la présidence du Conseil de Pierre Fimelin, considéré à Alger comme un homme prêt à lâcher l'Algérie.
Après des semaines de crise, en effet, Pierre Fimelin a réussi à former un gouvernement qui a des chances d'être investi par l'Assemblée nationale. Maire de Strasbourg, sérieux, intègre, il préside le MRP, Parti démocrate chrétien, qui a souvent partagé le pouvoir avec le Parti socialiste depuis la Libération, dans ces coalitions de troisième force qui ont navigué vaille que vaille entre les récifs communistes et gaullistes. À vous, Alger. Français d'Algérie, la grève totale a commencé depuis environ déjà un quart d'heure. Les rues sont désertes, les magasins sont fermés à 100%. La ville, presque calme au début de l'après-midi, s'est réveillée brutalement à 15h. Vous avez pu entendre il y a un instant l'une des 10 ou 12 voitures radio qui ont sillonné pendant toute la matinée à Alger. Et c'est par centaines, par milliers que des groupements patriotiques, des associations affluent maintenant vers ce boulevard La Ferrière par la rue Michelet. Et toujours au cri de l'Algérie française et d'autres slogans patriotiques, la foule au sein de laquelle on connaît des délégations portant des pancartes, portant des drapeaux, cette foule toujours plus nombreuse, cette foule qui donne une impression extraordinaire de densité. Dans son discours d'investiture, Fimelin s'efforce de corriger l'image qu'on a diffusée de lui en Algérie depuis qu'il a osé, dans une interview donnée à un journal d'Alsace, prononcer le mot tabou de « pourparler » avec les rebelles. Alger rejette furieusement Fimelin, le bradeur, et Fimelin à Paris veut rassurer. L'Algérie restera française. À Paris, c'est dans la rue que les Pieds Noirs et l'armée ont leur plus fidèle soutien. Ils sont 2000 environ à défiler derrière le lieutenant Jean-Marie Le Pen, élu député poujadiste en 1956. Après avoir rendu hommage sous l'Arc de Triomphe aux 3 soldats fusillés, les manifestants descendent l'avenue des Champs-Élysées en direction de l'Assemblée nationale. Ils crient « À bas le régime, à bas la République !» sans pouvoir atteindre le Palais Bourbon. Puis, en scandant la France, l'Algérie française, la foule descendit les Champs-Élysées en direction de la Chambre des députés, fractionnée d'ailleurs sans incident par des barrages successifs, car je n'ai pas besoin de vous le dire, le service d'ordre avait été prévu, très important. Il est impossible d'évaluer le nombre des gens qui sont rassemblés là. Il y en a peut-être 20 000, peut-être 30 000. Il y a des gens sur tous les balcons, sur toutes les terrasses. Il y a des gens partout qui arrivent de plus en plus nombreux. Dans les arbres, des jeunes gens. Et toujours, on entend les slogans « Algérie, Algérie française » et de temps à autre, la Marseillaise qui retentit. À Alger, la cérémonie prévue commence à 18h quand le général Salan, commandant en chef des armées d'Algérie, suivi par les chefs des armées de terre, de l'air et de mer, arrivent au monument aux morts pour y déposer une gerbe à la mémoire des 3 soldats fusillés par le FLN. Dans la foule, les activistes, qu'on appelle aussi les ultras et qui sont organisés, ont décidé d'aller plus loin. Pierre Fimelin a parlé et les députés entament la discussion rituelle avant le vote. Mais voici que parviennent peu à peu à l'Assemblée des nouvelles inquiétantes d'Alger en fièvre. Les socialistes demandent une suspension de séance. Après la cérémonie, quelques poignées de manifestants, des jeunes gens pour la plupart, entraînés par des meneurs, se sont lancés à l'assaut. L'expression n'est pas trop forte, à l'assaut du ministère de l'Algérie. Sur les conseils des autorités, les CRS qui étaient chargés de protéger le ministère de l'Algérie, le gouvernement général, comme l'on dit encore à Alger, les CRS se sont retirés, ont laissé le passage
aux manifestants. Plusieurs centaines de jeunes gens ont gravi à toute allure les escaliers, sont arrivés dans les bureaux, ont pénétré dans les bureaux, ont forcé les portes et actuellement ils jettent par la fenêtre toutes les archives du ministère de l'Algérie. Ils ont envahi les terrasses, ils brandissent le drapeau tricolore et la foule d'en bas les acclame. Ils sont des centaines et des centaines à revenir. La foule qui avait commencé à se disperser revient maintenant et afflue et entoure le gouvernement général où le cordon de troupes et le service de sécurité est nettement insuffisant à l'heure actuelle. On ne sait pas comment cela va se terminer. Eh bien, je pense que ces jeunes manifestants auront quand même la sagesse d'arrêter là cette manifestation qui est pour le moins intempestive après la cérémonie à laquelle nous avions assisté, à laquelle la population avait tout entière rendu un pieux hommage aux 3 jeunes militaires français qui, vous le savez, ont été assassinés par le FLN. La manifestation officielle a été débordée par un groupe d'ultras derrière Pierre Lagaillarde, président de la Corpo des étudiants en droit d'Alger, qui entraîne la foule à l'assaut du ministère de l'Algérie, qu'on appelle toujours le GG, le gouvernement général. À 19h15, le général Massu qui arrive est accueilli au cri de « Massu, au pouvoir !» Chef des paras, il est populaire entre tous pour avoir su, l'année précédente, gagner la bataille d'Alger, c'est-à-dire éradiquer de la ville le terrorisme. Massu ne fait pas de politique. Gaulliste de cœur, il n'est d'aucun complot, du moins jusqu'à ce jour. Il s'irrite du chambardement, mais impuissant à rétablir l'ordre, il accepte de présider le comité de salut public que les chefs des insurgés viennent de constituer. Audacieux, Massu donne lecture du télégramme qu'il a envoyé au président de la République, exigeant, lui, général Massu, la création d'un gouvernement de salut public, seul capable de conserver l'Algérie, partie intégrante de la métropole. Cette fois, l'armée a cessé d'être la grande muette. Le comportement de Massu met l'Assemblée nationale en ébullition. Fasciste, avalé factieux, vive la République, mais aussi Algérie française. Les cris volent d'un banc à l'autre. Dans un dernier discours, avant le vote, Fimelin appelle à l'unité nationale pour éviter la guerre civile. Il semble entendu car à 1h30 de la nuit, il est investi par 274 voix contre 129. Les 150 députés communistes ont renoncé à s'opposer. Ils s'abstiennent pour défendre la République. À Alger, l'investiture de Fimelin, le mal-aimé, est conspuée par la foule, toujours rassemblée sur le forum. L'insurrection du 13 mai n'a pu empêcher l'investiture de Pierre Fimelin, mais l'armée, avec Massu, a pris parti, tandis que Salan, qui a les pouvoirs, est resté muet. C'est la menace d'une sécession entre l'Algérie et la métropole, entre l'armée et le gouvernement. Officiers généraux, officiers, sous-officiers, caporaux et soldats servant en Algérie, gardiens de l'unité nationale, je fais appel à votre patriotisme et à votre bon sens. Tout manquement à la discipline ne peut profiter qu'à ceux qui nous combattent. Chef des armées, en vertu de l'article 33 de la Constitution, je vous donne l'ordre de rester dans le devoir, sous l'autorité du gouvernement de la République française. Comme tous les mercredis, le général de Gaulle se rend à Paris pour rejoindre sa permanence, rue de Solferino, les bureaux de l'ancien Rassemblement du peuple français, le RPF. Matignon, ce matin, premier conseil restreint du gouvernement Fimelin. Le gouvernement enfin trouvé, après avoir été présenté au président Coty, prend les premières mesures. Les insurgés doivent rentrer dans le rang. En Algérie, le gouvernement a chargé le général Salan, commandant supérieur des troupes, de maintenir l'ordre à Alger et d'y assurer la protection des biens et des personnes.
Le gouvernement ordonne aux autorités civiles et militaires de n'obéir qu'au gouvernement de la République, autour duquel doit être maintenue l'unité de la nation. À Alger, l'armée balaye les décombres et redresse les grilles du GG. Très vite, le forum se remplit de nouveau d'une foule ameutée par les ultras contre l'investiture de Pfimlin. Il y a peut-être du nouveau depuis, il y a même sûrement du nouveau depuis. Messieurs Soustelle, André Maurice, Georges Bidault et Duché ont signé un manifeste réclamant un gouvernement de salut public. Les républicains sociaux ont demandé qu'il soit fait appel à l'arbitrage du général de Gaulle. Mais celui-ci, qui était à Paris aujourd'hui, comme tous les mercredis, n'a fait... Je m'excuse, Jean Fèvre, je vous interromps, on me fait signe. J'ai prévenu tout à l'heure que nous aurions peut-être une déclaration en direct de M. Pflimlin. Je pense que c'est... Le gouvernement, investi la nuit dernière par l'Assemblée nationale, s'est immédiatement préoccupé de faire face à la situation créée par les troubles d'Alger. Il apparaît qu'aux yeux des Français d'Algérie, les intentions du gouvernement ont été systématiquement déformées. On l'accuse faussement de vouloir pratiquer en Algérie une politique d'abandon. En réalité, son programme d'action, approuvé par l'Assemblée nationale, prévoit que de nouveaux sacrifices seront demandés à la nation afin qu'une paix victorieuse récompense le plus tôt possible l'effort de notre armée. Une fois de plus, j'affirme solennellement que le gouvernement n'admettra jamais que soient rompus les liens qui unissent l'Algérie à la France. Disait donc que les républicains sociaux avaient demandé qu'il soit fait appel à l'arbitrage du général de Gaulle, mais celui-ci qui est venu aujourd'hui à Paris n'a fait aucune déclaration avant de repartir pour colomber les deux églises. On saura plus tard que le général avait rédigé un communiqué dès le 14 mai, mais qu'il l'avait remis en poche. C'était trop tôt. À Alger, pendant ce temps, Massu exhorte la foule au calme. L'important pour lui est de compter sur l'appui de Salan, dont les pouvoirs civils et militaires ont été confirmés par Pflimlin. Alors, qu'est-ce qui se passera demain si le gouvernement attendu par les Algérois n'est pas constitué? Il est certain que les Algérois sont décidés à maintenir leur pression. Ça ne fait pas un pli. L'homme qui félicite Massu après son discours est Léon Delbecq. C'est un des acteurs décisifs de cette aventure. Ancien dirigeant du RPF, il a installé une antenne gaulliste à Alger depuis des mois et se tient en relation avec l'état-major de la rue de Solferino à Paris afin de saisir toute occasion favorable au retour de Gaulle au pouvoir. Il a rejoint le comité de salut public dès la prise du GG et s'emploie à faire basculer l'insurrection en faveur du général de Gaulle. Il compte sur Massu, il devra convaincre Salan. Son bras droit, Lucien Neuwirth, a pris la direction de Radio Alger, formidable outil de propagande et de mobilisation. Les rues de Paris résonnent de cris opposés. Les militants d'extrême droite saccagent le siège de l'UNEF. Le syndicat étudiant, au cri de Gaulle au pouvoir, Massu au pouvoir. Ailleurs, des militants communistes se heurtent au CRS. Le fascisme ne passera pas. Massu au poteau. Une foule estimée à environ 5000 personnes, une foule qui avait déjà manifesté cette nuit, s'est rassemblée sur le forum face au ministère de l'Algérie afin d'entendre une déclaration du général Salan. Ce dernier a notamment affirmé dans sa conclusion « Maintenant, pour nous, le seul terme, avec tous ici, c'est la victoire de cette armée que vous n'avez cessé de soutenir, que vous aimez et qui vous aime. Avec les généraux qui m'entourent, le général Jouot, le général Allard, le général Massu, nous gagnerons parce que nous l'avons mérité et que là est la voie sacrée pour la grandeur de la France. » Et il conclut « Vive la France, vive l'Algérie française ». Il hésite, alors Léon Delbecq, tout contre lui souffle son dernier cri « Vive le général de Gaulle ». Vive le général de Gaulle! Et voilà la Marseillaise.
Le cri de Salan est inouï. N'est-il pas le représentant officiel du gouvernement en Algérie? À l'Assemblée, certains réclament l'inculpation de Salan. D'autres défendent un appel à De Gaulle. En ce 15 mai, à 17h, nouvelle bombe. À 17h, le lieutenant-colonel de Bonneval, officier d'ordonnance du général, a porté à Paris le texte de la déclaration suivante. La dégradation de l'État entraîne infailliblement l'éloignement des peuples associés, le trouble de l'armée au combat, la dislocation nationale, la perte de l'indépendance. Depuis 12 ans, la France, aux prises avec des problèmes trop rudes pour le régime des partis, est engagée dans un processus désastreux. Naguère, le pays dans ses profondeurs m'a fait confiance pour le conduire tout entier jusqu'au son salut. Aujourd'hui, devant les épreuves qui montent de nouveau vers lui, qu'il sache que je me tiens prêt à assumer les pouvoirs de la République. Une interminable ovation accueille la lecture par Delbecq de la déclaration de De Gaulle. La rébellion, justifiée, reprend force. De Gaulle a employé le mot « salut » qui fait écho au mot clé du comité de salut public. En métropole, 2 généraux, Charles et son adjoint Martin, ont fait état du divorce croissant entre l'armée et les institutions républicaines. Le ministre de la Défense les limoge sur le champ. En réaction à la déclaration de De Gaulle, Guy Mollet et le Parti socialiste apportent leur appui à Fimelin. Fimelin propose alors aux socialistes d'intégrer son équipe. Guy Mollet devient vice-président du Conseil, véritable numéro 2 du gouvernement. Max Lejeune devient ministre d'État et Jules Moch retrouve le ministère de l'Intérieur, une nouvelle fois vigie aux heures de tempête. La République saura-t-elle se défendre? « 16 mai, Alger, sous un soleil généreux, s'apprête à vivre une journée prometteuse. L'Écho d'Alger titre « L'Algérie restera à la France. De Gaulle, le sauveur ». Le colonel Godard, chargé de la police d'Alger, vient à la Casbah s'entretenir avec les chefs de quartier, vieux sages qui n'ont pas rallié le FLN. Il les incite à rejoindre en masse les manifestations du Forum prévues dans la journée. Une vaste démonstration de fraternisation entre pieds noirs et musulmans. À 10h, le général Elie, chef d'état-major de toutes les armées, remet sa démission au ministère de la Défense, puis à Matignon. Il entend ainsi protester contre la mise à l'écart des généraux Charles et Martin. Fimelin lui demande de rester encore 24 heures. Elie refuse. Le divorce entre l'armée et le pouvoir civil est dramatique. Le gouvernement a décidé la dissolution d'un certain nombre d'organisations subversives. Il a décidé par ailleurs de déposer un projet de loi instituant dans la métropole l'état d'urgence. Ce 16 mai, l'Assemblée débat sur l'institution de l'état d'urgence réclamé par Fimelin. Voici, dit-il, que certains des chefs de l'armée semblent entrer dans une voie qui peut conduire au déchirement de la nation. François Mitterrand, qui soutient le gouvernement, réclame la fermeté contre les insurgés, y compris les militaires. Fimelin, prudent, se refuse à accuser Salan et Massu de complot contre la République, comme beaucoup le lui demandent. La fiction d'un pouvoir légal en Algérie continue. À Alger, la démonstration d'entente fraternelle entre communautés réussit. On y a mis les moyens. Nous approchons de 3 spectateurs qui sont là et qui attendent certainement, comme nous tous, le discours du général Salan. Est-ce que c'est la première fois que vous venez ici? Bon non, j'y viendrai souvent, j'y suis même venu avec ma famille, et enfin, j'y suis presque tous les jours. Tout le monde se dit que si en France on connaissait l'animation qui règne à Alger en ce moment, le problème serait certainement vite réglé.
Bien, nous sommes là pour la faire connaître d'ailleurs. Est-ce que c'est l'opinion de monsieur aussi? Je suis venu ici pour prendre un bain de patriotisme, vous voyez. Oui. Et ce qui m'a fait le plus plaisir dans tous ces événements, c'est cet immense élan de fraternité retrouvée. Et maintenant, brusquement, c'est comme un miracle d'ailleurs, tous les Algérois sont prêts à l'affirmer, c'est un miracle, n'est-ce pas? Cet espoir ne doit pas être déçu, n'est-ce pas? Nous sommes actuellement dans l'angoisse, la façon dont le gouvernement français agit nous met tous dans l'angoisse, n'est-ce pas? Parce qu'il est en train de gâcher un miracle. C'est une chose épouvantable de gâcher un miracle. Tandis qu'à l'Assemblée nationale, l'état d'urgence est voté, y compris par les communistes, à Colombey, le fidèle Jacques Foccart tient au courant le général, au cours d'un dîner, de l'action des réseaux gaullistes à Alger et à Paris, en vue de son retour au pouvoir. De Gaulle informe Foccart qu'il rompra son silence dans 2 jours lors d'une conférence de presse. Une des grandes figures de l'Algérie française est l'ancien gouverneur général Jacques Soustelle, qui, lors de son mandat en Algérie en 1955, bouleversé par les attentats perpétrés contre des civils, a pris fait et cause pour les plus chauds partisans de l'Algérie française. Grand ethnologue, spécialiste des Aztèques, député de Lyon, fervent gaulliste, il est attendu à Alger par Delbecq et les Pieds Noirs pour prendre la tête du mouvement. Après être resté à Paris pour voter contre Flimelin, il veut regagner l'Algérie. Interdit de s'y rendre, il réussit à tromper la vigilance de la police, gagner Genève dans un coffre de voiture et de là s'envoler pour Alger où il atterrit vers 13h. Le général Salan, qui reçoit de Paris l'ordre de refouler Soustelle, tente de le faire repartir, mais en vain. Soustelle est attendu en héros par le peuple d'Alger. Nous sommes dans le bureau de M. Delbecq, au forum, au gouvernement général. M. Delbecq, je viens vous poser une question que toute la ville d'Alger se pose maintenant. Est-ce vrai que M. Soustelle est là? C'est exact. On vient de me prévenir que Jacques venait d'arriver. Il sera parmi nous cet après-midi. Je demande à la population d'Algerville de se rassembler immédiatement au forum pour accueillir celui que nous avons tant attendu et celui que nous aimons tant. Algérie française, ces 2 mots ne sont pas seulement, comme certains affectaient de le croire, comme certains propagandistes du défaitisme et de la trahison le répétaient, ces 2 mots ne sont pas le slogan d'une minorité, c'est le cri passionné qui jaillit de vos cœurs à tous, du cœur de 10 millions de Français qui, quelle que soit leur origine, leur religion, leur confession, leur prénom, veulent être à jamais des Français. Soustelle s'installe dans son ancien bureau et, après une conférence de presse, téléphone au général « La voie est libre pour vous ». La réaction de Paris ne se fait pas attendre. À l'heure même où tant de nos fils sont engagés sur le sol algérien et où tant de familles sont inquiètes, des événements graves se sont produits. Des comités irresponsables se sont arrogés des pouvoirs. Des hommes se sont dressés contre l'unité nationale et contre la République. Aucune défaillance ne sera tolérée. Chaque fonctionnaire est un citoyen mobilisé comme les autres pour la sauvegarde de nos libertés. Rien ne compte désormais que l'unité du pays et le salut de la démocratie. Un homme fort est au gouvernement, le ministre de l'Intérieur, Jules Mock. Mais sur quelle force peut-il compter? Il sait que la police parisienne est du côté d'Alger. Jules Mock, qui, 10 ans plus tôt,
affrontait avec une main de fer les grèves menées par la CGT communiste, propose aujourd'hui de s'appuyer sur la classe ouvrière pour faire pièce aux factieux. Flimelin n'en dissuade. Pas de cadeau au Parti communiste. Aucune décision n'est prise. Tout le monde retient son souffle dans l'attente de la conférence de presse du général de Gaulle. Ce qui se passe en ce moment en Algérie par rapport à la métropole et dans la métropole par rapport à l'Algérie peut conduire à une crise nationale extrêmement grave. Mais aussi ce peut être le début d'une espèce de résurrection. Voilà pourquoi le moment m'a semblé venu où il pourrait m'être possible d'être utile, encore une fois, directement à la France, assumer, à se voir déléguer des pouvoirs exceptionnels pour une tâche exceptionnelle, dans un moment exceptionnel. Évidemment, ça ne pourrait pas se faire suivant les rites et la procédure tellement habituels que tout le monde en est excédé. Donc il faudrait adopter une procédure, elle aussi, exceptionnelle. Est-ce que vous garantiriez les libertés publiques fondamentales? Est-ce que j'ai jamais attenté aux libertés publiques fondamentales? Je les ai rétablies. Et y ai-je une seconde attenté? Jamais. Pourquoi voulez-vous qu'à 67 ans, je commence une carrière de dictateur? Suivi de ses fidèles, Focard, Lefranc et Guichard, le général retrouve le siège de la rue de Solferino. Là, il enjoint ses compagnons de dissuader l'armée de rien faire par la force. Il doit revenir au pouvoir dans la légalité. Tel est le mot d'ordre. Les mots du général ont fait mouche en Algérie. Les chefs du mouvement insurrectionnel, confortés, canalisent l'enthousiasme des foules autour de la croix de Lorraine. Le symbole de la France libre est ainsi érigé en emblème de l'Algérie française. Elle sera désormais de toutes les manifestations qui vont se succéder quotidiennement dans toute l'Algérie, répercutées par les échos sonores de la radio de Lucien Neuwirth. La manifestation continue, elle continue avec le dépôt d'une gerbe, c'est plutôt pas une gerbe, c'est une croix de Lorraine de fleurs rouges et blanches qui est apportée par Rouiba qui vient déposer cette croix de Lorraine. Là voilà, cette croix de Lorraine, elle est brandie au-dessus du balcon où je me trouve, elle est brandie vers le public. On va poser cette croix de Lorraine. Là voilà, c'est un musulman qui la pose et c'est un support d'un micro qui va réussir à faire tenir cette croix de Lorraine. Les délégations montagnardes, puis les délégations mozabites sont venues et tout cela fait beaucoup de monde, des milliers de personnes. Et maintenant, M. Soustel s'avance vers le micro. C'est là un geste entre mille de tous ceux qui, jour après jour, heure après heure, attestent la volonté de tous les Français d'Algérie de rester unis autour de l'armée pour demeurer français, pour être des Français à part entière dans la communauté républicaine française. Vive l'Algérie française! Vive De Gaulle! À Paris, le 20 mai, Flimelin ne veut pas se laisser ébranler par les propos de De Gaulle.
Il entend démontrer la force de son soutien parlementaire en proposant un nouveau projet de loi sur le renouvellement des pouvoirs spéciaux en Algérie que les précédents gouvernements avaient fait voter au nom de l'efficacité. La majorité veut faire la preuve de son soutien. Par 475 voix contre 100, Fimelin obtient une confiance sans précédent. Les communistes ont eux aussi voté pour lui. Il s'agit d'éviter la vacance du pouvoir. Étrange démarche tout de même, puisque c'est Salan qui disposera des pouvoirs spéciaux en Algérie et que Salan s'est prononcé pour De Gaulle. Algériennes, Algériens, au cours de ces journées, de ce forum devenu le haut lieu de la résistance à l'abandon, a jailli une intense clameur vers Paris. De toute l'Algérie française jaillit un immense cri de patriotisme et de foi. 10 millions de Français décidés à rester français, indissolublement liés à l'armée et à la République, vous disent, en général, que vos paroles ont fait naître en leur cœur une immense espérance de grandeur et d'unité nationale. L'armée, dans l'intention de porter De Gaulle au pouvoir, met sur pied un projet d'intervention militaire, l'opération Résurrection, mot repris de la conférence de presse de Gaulle. Massu a envoyé 2 officiers en métropole pour coordonner les actions des commandants des régions militaires, Toulouse, Bordeaux, Lyon, favorables au mouvement d'Alger. Ces émissaires prennent aussi contact avec les gaullistes de la rue de Solferino. L'un d'eux, Michel Debré, qui a reçu des hautes instances militaires l'assurance que l'armée, dans une parfaite unité, ira jusqu'au bout, a tracé la ligne. Notre succès est lié à la peur. Il faut maintenir cette peur jusqu'à la dernière minute. Les gaullistes souhaitent le retour au pouvoir du général dans la légalité. L'opération Résurrection, la menace du débarquement des paras en métropole doit, avant tout, pour eux, agir comme un épouvantail, à moins que Fimelin, par son entêtement, ne provoque le coup de force. Cette fois, il propose une réforme de la Constitution. Je sais, par expérience, que nos institutions fonctionnent mal. Je sais que de grands changements sont nécessaires. Mais il faut que ces changements soient réalisés dans l'ordre et dans la légalité. Il ne serait pas admissible qu'une fraction de la nation prétende imposer sa volonté au pays tout entier. Le 21 mai, Salan, euphorique, clame devant le forum. Du balcon du ministère, le général Salan devait conclure en affirmant « Dites-vous bien que nous sommes unis maintenant et qu'ainsi, indissolublement unis, nous remonterons ensemble les Champs-Élysées et nous serons couverts de fleurs. » Le 22 mai, Antoine Pinet, leader de la droite modérée, est à Colombey. Il n'a plus guère d'illusions sur le gouvernement Fimelin. De cet entretien, Pinet rapporte la promesse selon laquelle De Gaulle acceptera de se conformer aux usages pour se présenter devant le Parlement. Ce même 22 mai, le comité de salut public d'Alger procède à son élargissement. Il comprendra désormais 71 membres, dont 13 musulmans, représentant toutes les régions d'Algérie et du Sahara. Un nouvel appel est lancé en faveur d'un gouvernement de salut public sous la présidence du général de Gaulle.
Ici Oran, stade Henri Fouque du Parc. C'est le lieu qu'a choisi la population d'Oran et des environs pour accueillir ses hôtes d'aujourd'hui, le général Salan, M. Jacques Soustelle et tous les généraux qui vont venir d'Alger dans quelques instants. La pression ne se relâche pas en Algérie. Les meetings se succèdent dans toutes les villes. Les manifestations se multiplient, entraînant des musulmans. Les discours n'en finissent pas. Les Marseillaises et le chant des Africains qui résonnent dans les stades et les rues. Jacques Soustelle, les généraux Salan, Massu, Jouot, concours d'éloquence. L'escadrille de Mistral vient nous survoler à basse altitude. De vos cœurs vient de monter un immense cri. Ce cri, qui est votre confiance en la France, se répercutera jusqu'à l'Arc de Triomphe. Et là-bas, on saura que tous unis ici, nous sommes farouchement décidés à maintenir l'Algérie française envers et contre tous. Algérie française, française Algérie. Aucun des chefs militaires d'Alger ne poursuit une ambition personnelle. Nous avons agi, poussés par la conviction que notre devoir était de canaliser le puissant sentiment de révolte qui secouait Alger et de le transformer en un mouvement fécondant d'union et de fraternité. L'histoire dira que c'est ici, sur le sol de l'Algérie française, que cette course aux abandons a été définitivement stoppée. Jamais, non, jamais, nous n'accepterons que l'Algérie cesse d'être française. En métropole, des comités de résistance contre le fascisme se sont constitués. De leur côté, le Parti socialiste, l'UDSR, le MRP mettent en place un comité national de défense républicaine. Mais, le soir du vendredi 23 mai, Fimelin laisse s'embarquer de nouvelles troupes pour l'Algérie et tente d'intéresser les députés à sa réforme constitutionnelle. Ici Jacques Delalande qui vous parle depuis le balcon du bâtiment du gouvernement général dominant le forum. De retour d'Oran, les mêmes orateurs, inlassables, continuent à enivrer Alger de promesses. Mes amis, l'EGA vient de suspendre au-dessus de nos têtes une splendide croix de Lorraine illuminée. C'est M. Delbecq, vice-président, qui va prendre la parole. Ce soir, comme les autres soirs, 40 millions de Français vous écoutent. M'adressant à nos chers compatriotes de métropole, je leur dis que nous n'accepterons de discuter qu'avec le général de Gaulle, mais non pas avec le gouvernement Fimelin. Nous déclarons que, quelles que soient les manœuvres, notre décision est irréversible. Samedi 24 mai, samedi de la Pentecôte, au comité de salut public, une idée mûrie depuis quelques jours, prendre la Corse, le dernier coup de semonce envoyé à la métropole avant l'assaut final. L'île de Beauté avait été le premier département libéré lors de la Seconde Guerre mondiale, en 1943. Tout un symbole. Le comité de salut public d'Ajaccio a organisé une grande manifestation en faveur de Gaulle, avec la complicité passive des gendarmes et la complicité active d'un régiment de paras basé à Calvi. La préfecture d'Ajaccio est prise par la foule. Nous sommes là parce que nous avons eu peur, nous Corses, d'être aussi
un jour abandonné, je veux, au nom du comité de salut public d'Ajaccio, remercier tous ceux qui ont participé au mouvement. Eh bien, c'est une chanson de circonstance. Alger n'en finit pas de manifester, d'emplir le forum, de crier son attachement à la France. Je crois d'ailleurs que chaque province sera présentée avec un air du terroir. Il y en a d'ailleurs les enfants de l'Aude, les gars du Berry, le Pays Basque, la Bretagne, l'association fraternelle des Alsaciens-Lorrains, les enfants de l'Ardèche, enfin, il y a toutes les provinces françaises, les Corses qui portent brodé sur leur tablier le mot Corse, on ne peut pas ne pas le savoir. Et maintenant, à ce balcon, la Savoie et Nice, c'est-à-dire les deux plus jeunes provinces françaises, vont accueillir l'Algérie aussi, province de France. Les Ch'timis sont particulièrement heureux de rendre hommage à l'un des leurs, le Tourquenois Léon Delbecq. Il y a de nombreux nordistes sur le balcon, parce qu'on chante sur le balcon aussi. Nous voici réunis, nous nous sommes retrouvés et nous ne nous quitterons plus. Jules Mock, qui a voulu rétablir l'ordre en Corse, a bien envoyé par avion une compagnie de CRS au départ de Nice. Mais leur action est neutralisée dès leur atterrissage à Ajaccio par le capitaine des Paras. Radio Alger diffuse le récit héroïque de la prise de la préfecture d'Ajaccio, ponctué d'un discours d'Arrigui, député de Lille. Corse, soulevez-vous! Paris n'a plus de pouvoir en Corse. Les comités de salut public fleurissent dans les villes et les villages de l'île. « 25 mai, dimanche de Pentecôte. En fin d'après-midi, Delbecq et le colonel Tomaso, dit Né de Cuir, ainsi que le directeur de l'Écho d'Alger, Alain de Sérigny, tous membres du comité d'Alger, débarquent en Corse où ils sont accueillis par le député Pascal Arrigui. Ici Tony Arbona qui vous parle non pas d'Alger mais d'Ajaccio. En effet, nous sommes arrivés cette nuit dans cette coquette ville corse pour nous rendre compte aussi de l'enthousiasme qu'avait provoqué la formation du comité de salut public et aussi tous les événements que vous connaissez mieux que nous. Nous sommes en ce moment sur la place magnifique où se trouve le monument aux morts, magnifiquement situé avec la mer comme fond de cadre et évidemment une foule qui se presse autour de nous. Cette foule qui semble aussi enthousiaste que celle d'Alger, qui bénéficie, il faut le dire aussi, du même soleil et du même décor. Et toute la foule, en criant « Vive le général de Gaulle !» fait le signe du V avec les deux doigts écartés et scande le nom de De Gaulle, De Gaulle. À Monsieur Jules Mock, à ce ministre de l'Intérieur qui arme les communistes et qui prépare, sous couvert du républicanisme, un coup de force communiste. C'est toute la France républicaine et nationale qui s'opposera à la mainmise de Moscou sur la nation. Jules Mock voudrait lancer une opération sur la Corse. Pierre Fimelin, soutenu par Guy Mollet, refuse. Il faut éviter la guerre civile. La République renonce, l'état de droit s'incline. Pour qui sonne le glas? Je me vois obligé, en ce jour de fête, qui devrait être un jour de paix et de joie, de vous adresser un appel empreint de gravité. Je n'ai pas le droit de vous dissimuler que le danger existe aussi dans la métropole. J'ai le devoir d'alerter tous les Français attachés aux libertés que garantissent les lois de la République. Des factieux essaient de nous entraîner sur la pente qui conduit à la guerre civile. Lundi de Pentecôte, la conquête de la Corse est consommée. Pourtant, la mairie de Bastia résiste, où, barricadé avec certains de ses conseillers municipaux, le maire radical Sébastien de Casalta refuse de se rendre.
Casalta, après des heures de résistance, est délogé de sa mairie de Bastia. Accompagné de ses adjoints, il sort, drapé dans le tricolore, en chantant la Marseillaise. Alors, de ce nouveau balcon, les insurgés défient les pouvoirs de la République. Tous unis autour de vos comités et autour de l'armée, vous nous aiderez à franchir le dernier pas qui nous sépare de la victoire. Et tous ensemble, comme nous le disait le général Salan, notre chef, à Alger dimanche encore, nous remonterons les Champs-Élysées et la foule parisienne nous soutenira de force. Mission accomplie, Delbecq et Sérigny rentrent à Alger. Tomaso, lui, reste comme délégué du général Salan. Les reculs du gouvernement, écrit l'Humanité, encouragent les généraux factieux qui trament la guerre civile. Je vous signale une petite dépêche qui vient de nous arriver à l'instant. À 19h35, le général de Gaulle est parti en automobile en direction de Paris, nous dit-elle, c'est tout. À minuit, en cette fin de lundi de Pentecôte, un rendez-vous secret a lieu, à l'initiative du général, entre lui et Pierre Fimelin, au domaine de Saint-Cloud. Le président du Conseil a dénoncé à l'Assemblée un attentat contre l'ordre légal en Corse. Il appelle à se dresser contre les factieux. De Gaulle, lui, vient de recevoir 2 appels pressants. Une lettre de Guy Mollet qui l'engage à désavouer les fous qui préparent un pronunciamiento en utilisant son nom, et un message de Salan qui l'exhorte à prendre en main le sort de la patrie. Tout converge vers De Gaulle, décidément incontournable. Fimelin, encouragé par Guy Mollet, a accepté de le rencontrer dans l'espoir d'obtenir de lui un désaveu de l'insurrection. En vain. Mais comment le général condamnerait-il ceux qui peuvent lui permettre de revenir au pouvoir? Mardi 27 mai, 10h du matin, les députés débattent sur la proposition de Fimelin de réviser la Constitution. Je m'excuse de vous interrompre, mais l'agence France-Presse nous communique à l'instant le texte d'une communication du général de Gaulle. Le voici. J'ai entamé hier le processus régulier nécessaire à l'établissement d'un gouvernement républicain capable d'assurer l'unité et l'indépendance du pays. J'attends des forces terrestres, navales et aériennes présentes en Algérie qu'elles demeurent exemplaires sous les ordres de leur chef, le général Salan, l'amiral Auboineau, le général Jouot. À ces chefs, j'exprime ma confiance et mon intention de prendre incessamment contact avec eux. À Alger, les syndicats ont convoqué leurs troupes sur le forum de la colère. Il s'agit pour Alger de montrer que les travailleurs en Algérie ne suivent nullement les mots d'ordre de la CGT en métropole qui a décidé une grève à partir de 14h. Aujourd'hui, sur ce forum, nous battons tous les records de banderoles. Il y en a bien une centaine. Je peux, si vous le voulez, au hasard du regard, vous en citer quelques-uns. Voyons, il y a le magasin militaire d'habillement, établissement du matériel de Marengo, les autos Simca, la Fédération des finances CFTC, Interafrique, Casimca, les banques, la caisse d'allocation familiale, les hôpitaux de Beni Messous, de Mustapha, de Birkraya, de Mayo, d'El-Ketar, de Beni Messous. Maintenant, M. Soustel va parler. M. Soustel s'avance. Oui, il va prendre la parole. Écoutons-le. Vous démontrez également que les travailleurs, ouvriers, employés, fonctionnaires ne se laissent pas prendre au piège grossier de la propagande communiste. Et vous n'admettez pas que vos justes revendications soient détournées au service d'un impérialisme étranger contre notre patrie.
Telle est la grande signification de votre présence. Elle démontre qu'entre l'armée et toutes les classes sociales de ce pays, nous avons su maintenir et nous maintiendrons jusqu'au bout une union totale. À l'Assemblée, les débats sont perturbés par le communiqué du général de Gaulle qui assure avoir entamé le processus régulier nécessaire à son investiture. Ceux qui, comme les communistes, veulent éviter la vacance du pouvoir et garder absolument Fimelin pour éviter de Gaulle, vont voter le projet de réforme constitutionnelle quand bien même ils y sont opposés. Dans la nuit, le résultat est connu. 408 voix pour, 165 contre. Mais ce vote écrasant n'a pu être obtenu qu'avec les voix communistes que Fimelin refuse de prendre en compte, ce qui à ses yeux le prive de la majorité constitutionnelle nécessaire. À 2h30 du matin, le président du Conseil se rend à l'Élysée pour remettre sa démission au président René Coty, qui lui demande de surseoir. Monsieur le Président de la République m'a répondu qu'il ne pourrait l'accepter que lorsqu'il paraîtra possible de former un nouveau gouvernement. Le président n'a pas accepté la démission. Non. Pas qu'au il n'y a pas de crise. Je sais pas pourquoi vous êtes là. Bonne nuit. Mercredi 28 mai, 10h. À la demande de Gaulle, Salan envoie un mandataire d'Alger à Colombey, le général Dulac. Celui-ci informe le général des préparatifs de l'opération Résurrection, qui doit amener Salan et Massu à Paris, à la tête de leurs troupes. De Gaulle ne veut pas apparaître comme l'homme d'un coup de force militaire. Il garde ses distances. Mais il ne dissuade pas Dulac de faire maintenir la pression sur les parlementaires et l'opinion. Finalement, avec les gaullistes de Paris, Massu, Salan et autres organisateurs de l'opération Résurrection décident que l'intervention armée se fera dans 3 cas. Si De Gaulle n'est pas investi, si son investiture provoque de graves désordres, si les communistes tentent de prendre le pouvoir. Ce même 28 mai, à Paris, environ 200 000 personnes défilent de la nation à la République. Les communistes se sont joints aux socialistes, aux démocrates chrétiens, aux radicaux mendésistes. Et il y a 35 minutes que la manifestation s'écoule devant moi, transportant des pancartes sur lesquelles sont inscrits, surtout en majorité, « Vive la République », députés ceints de leur écharpe en tête et chantant soit la Marseillaise, le chant du départ, et leurs cris, vous les entendez peut-être, le fascisme ne passera pas. Les défenseurs de la République reprennent courage, mais nombre d'entre eux savent que De Gaulle est désormais le seul rempart face à la menace putschiste. Les lecteurs du Monde, avant de battre le pavé, ont lu dans leur quotidien qu'on appelle le général avant que la nation soit tout à fait déchirée. Doit vivre pour elle, un Français doit mourir. En fin de soirée, à la demande de René Coty, De Gaulle s'est entretenu à Saint-Cloud avec les présidents de l'Assemblée André Le Troquer et du Sénat Gaston Monnerville. Il veut les pleins pouvoirs avec mise en congé du Parlement, afin d'élaborer une constitution qui sera soumise au peuple. Le Troquer se cabre, Monnerville objecte. Eh bien, déclare le général, si le Parlement vous suit, je n'aurai pas autre chose à faire que vous laisser vous expliquer avec les parachutistes et rentrer dans ma retraite en m'enfermant dans mon chagrin. Jeudi 29 mai, 9h.
Olivier Guichard, un des responsables de l'antenne gaulliste rue de Solferino, téléphone à Salan pour lui relater l'échec de l'entrevue de Saint-Cloud. De Gaulle, lui, écrit à son fils « D'après mes informations, l'action serait imminente du sud vers le nord. » L'heure du putsch a-t-elle sonné? Mais Coty, au même moment, prévenant le pire, publie un communiqué par lequel il annonce qu'il s'adressera le jour même au Parlement. Mettant en balance son propre mandat, son message est clair, De Gaulle sera appelé. Ici Paris, Radiodiffusion Télévision Française. Ensemble du réseau. Mesdames et messieurs, nous interrompons nos programmes pour vous présenter une émission spéciale du journal Parlé. Ici le Palais de l'Élysée, où l'on vient de nous distribuer le texte du message du président de la République au Parlement, message lu à l'Assemblée nationale par M. André Le Troquer. Dans le péril de la patrie et de la République, je me suis tourné vers le plus illustre des Français. Je demande au général de Gaulle de bien vouloir venir conférer avec le chef de l'État et d'examiner avec lui ce qui, dans le cadre de la légalité républicaine, est immédiatement nécessaire à un gouvernement de salut national. À ce moment-là, les députés communistes et quelques socialistes s'assoient en signe de protestation. Les slogans fusent. Le fascisme ne passera pas. Vive la République. Ce soir-là, René Coty s'entretient avec De Gaulle. À sa sortie, celui-ci annonce par un communiqué qu'il se présentera à l'investiture de l'Assemblée. Demain, le président de la République consultera des chefs de groupe et chefs de parti dans un ordre qui vous sera donné dans la matinée. C'est fini. Il part. Rien n'est encore joué. De Gaulle, qui craint de revenir au pouvoir dans les fourgons de l'armée, a accepté de se présenter devant les députés. Mais trouvera-t-il au Palais Bourbon une majorité pour l'investir? La rue, elle, a déjà voté. Les partisans de Gaulle le font savoir à coups de klaxon. Ici, les Champs-Élysées, eh bien, il est 22h55 et une manifestation vient de passer. Les manifestants sont des jeunes qui lèvent le bras avec la main et deux doigts en V. Vendredi 30 mai. La grève lancée par la CGT est un échec. De Gaulle procède aux consultations d'usage pour former son gouvernement. En début d'après-midi, il reçoit Guy Mollet à Colombey. Celui-ci en revient ébloui, convaincu. À Paris, il plaide auprès de ses camarades socialistes en faveur de l'investiture du général et convainc une forte minorité des députés socialistes à le suivre. Michel Debré demande au général Salan de suspendre l'opération Résurrection jusqu'à l'investiture. C'est en cas d'échec que les paras et les blindés pourront investir Paris. Dans ce cas, De Gaulle attendrait quelques jours avant d'être appelé en arbitre. Dans la soirée du 30 mai, Alger exulte. Le forum, à nouveau rempli de manifestants, crie victoire. Le général Salan s'enflamme. Unanimement, mes amis, vous avez dit non et vous avez sauvé la patrie. À la même heure, à Paris, aux Champs-Élysées, partisans et adversaires de Gaulle en viennent aux mains. Les forces de police ne restent pas neutres et chargent sans état d'âme les manifestants de gauche. « 31 mai, vers midi, René Coty a rendu officielle la démission de Pierre Fimelin et la désignation du général de Gaulle à la présidence du Conseil.
c'était à l'hôtel La Pérouse, décor anonyme d'un moment de l'histoire, le défilé, tantôt lent et tantôt rapide, des consultations politiques. Le général s'entretenait avec Guy Mollet, avec Edgar Faure, avec Édouard Daladier, avec Georges Bidault, avec d'autres encore. Après d'ultimes consultations dans son hôtel parisien, le général de Gaulle va se présenter à la vestiture de l'Assemblée nationale, qui connaît des heures d'une exceptionnelle... Dimanche 1er juin. De Gaulle, en tenue civile, un peu crispé, se présente devant les députés qui se sont levés à son arrivée, à l'exception des communistes. Dans son discours, le général annonce aux députés qu'il leur réclamera, s'il est investi, les moyens de mettre en œuvre sa politique, les pleins pouvoirs pour 6 mois et l'élaboration d'une nouvelle constitution qui sera soumise non au Parlement mais directement au suffrage universel. Là-dessus, le général quitte le Palais Bourbon sans s'attarder au débat qui suit. Mendès France, Mitterrand, une courte majorité de députés socialistes et des communistes disent non, mais une confortable majorité se rallie au général. C'est fini. Après son départ, l'Assemblée, par 329 voix contre 224, lui confie le gouvernement du pays. Le président Charles de Gaulle va présenter au président René Coty son ministère. Des têtes connues, le président Flimelin, son prédécesseur, le président Pinet, qui sera chargé de l'économie et des finances, puis des têtes moins connues, techniciens ou politiques. C'en est terminé des heures de crise. Peut-être eut-elle fini par emporter l'État. Charles de Gaulle porte aujourd'hui à nouveau le destin de la France. Et voilà. Et vous savez maintenant ce qu'est un grand triomphe dans un grand théâtre. Investi par une assemblée plus résignée qu'enthousiaste, De Gaulle s'apprête à faire naître une nouvelle république. Son premier voyage est pour l'Algérie, où il se rend dès le 4 juin. Il y est accueilli en triomphateur, en sauveur ultime. Nul doute pour l'armée et les pieds noirs que De Gaulle gardera l'Algérie à la France. Du haut de ce balcon où tout s'est joué, il lance solennellement la campagne pour le changement de république. Très bien, voyez-vous, en vous laissant le micro branché sur cette foule, je crois qu'il vaut mieux que de dire d'autres paroles. Il n'y a pas de paroles pour décrire cet enthousiasme. Pour que le général de Gaulle parle, on a fait le vide sur ce balcon. Et voici le général de Gaulle qui parle. Je vous ai compris. Je sais ce qui s'est passé ici. Tous ceux qui ovationnent De Gaulle attendent que leur sauveur prononce les 2 mots qui les ont dressés contre Paris. Algérie française. De Gaulle résiste à leurs sollicitations jusqu'au 3e jour de son voyage où, emporté par les vivats, il prononce à Mostaganem la formule mythique. Oui, 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 la France est ici. Elle est ici pour toujours. Vive l'Algérie française. Vive la République. Vive la France. Le malentendu commence entre le général et ceux qui l'ont porté au pouvoir. Pour l'heure, il s'agit pour lui de restaurer l'État. C'est la condition sine qua non de toute solution au problème algérien. Écoutez
l'avion du général de Gaulle qui quitte aujourd'hui, 6 juin, date doublement historique, le sol de l'Algérie pour retourner à Paris. Voilà, il a décollé dans un style magnifique et l'Algérie dit au général de Gaulle « Au revoir mon général ». Voilà aujourd'hui 6 juin 1958, nous avons tourné ensemble une page de l'histoire de France. L'ordre rétabli, la confiance revenue, De Gaulle s'attache à mettre en œuvre ses promesses. Il n'y aura plus de discrimination politique entre musulmans et européens. Une nouvelle loi électorale institue le collège unique et le droit de vote est étendu aux femmes musulmanes. Un droit qu'elles auront l'occasion d'exercer pour la première fois dès le 28 septembre lors du référendum qui doit approuver la constitution de la Ve République. Oui, depuis 8 heures ce matin, 26 millions de Françaises et Français ont commencé de voter pour la France métropolitaine. Ce jour-là, la télévision a mis tous ses moyens pour couvrir l'événement du matin au soir, de la première à la dernière minute. Elle montre en direct, devant les urnes, tous les acteurs de la crise qui a secoué la France au mois de mai. Coty à Paris, Soustelle à Lyon, Fimelin à Strasbourg, De Gaulle dans son village. Et le scrutin va maintenant vraiment se terminer d'ici 1 minute à 1 minute et demie. Il y a encore quelqu'un qui arrive. Jean, pardon, monsieur, est-ce que vous venez voter? Mais oui, monsieur. Vous avez juste le temps, monsieur, 1 minute et demie. Oui, pourquoi j'entends 10 heures qui Le sonnent. président devrait normalement déposer. Messieurs, mesdames, veuillez voir, il n'y a plus peu de temps. Monsieur le Président, voudriez-vous faire voir, s'il vous plaît, à la caméra de la télévision qu'il n'y a plus rien dans l'urne? Merci beaucoup. Ici le ministère de l'Intérieur, ici la salle de presse. Le 28 septembre, les Français répondirent oui à 80% pour la métropole, à 97% pour le reste de la communauté. Jamais dans les annales électorales, le nombre des abstentions n'avait été aussi faible. Dans la foulée de ce résultat triomphal, les premières élections législatives de la Ve République, les 23 et 30 novembre, portent à l'Assemblée une majorité écrasante de députés favorables à De Gaulle. Le président Coty, qui n'a pas hésité à écourter son mandat en mettant tout en œuvre pour ramener De Gaulle au pouvoir, prépare ses valises. Le 21 décembre, simple formalité, Charles de Gaulle est élu premier président de la Ve République. 2 jours plus tôt, le gala de l'Opéra, dernier bal de la 4e République, se métamorphosait en banquet inaugural de la 5e. En plein cœur de la Défense à Paris, une curieuse chapelle tente de concilier les valeurs de l'Église à celles de l'argent. C'est ni bon ni